Ben, il me semble que la famille est le premier lieu d'unification de l'éducation des jeunes. Donc c'est vrai que je pense que si on cherche un facteur d'unité de tous ces éléments différents, je pense que c'est en premier lieu aussi aux parents dans leur tâche d'éducation de pouvoir faire le lien et la relation entre ce qui se vit aussi en famille, ce qui se vit à l'école, dans les mouvements. Souvent, généralement, quand un jeune va dans un mouvement ou dans une activité l'une ou l'autre, les parents sont au courant, surtout quand ils sont petits. Donc je pense que la famille est vraiment un lieu, c'est souhaitable que ce soit le lieu de l'unification de ces différents, de ces diverses dimensions qui contribuent à l'éducation, même si effectivement la famille ne fait pas tout. Donc je pense que c'est le premier aspect que je dirais. Parfois, ça peut être la famille au sens large. On voit bien que, par exemple, dans la transmission de la foi, c'est pas forcément que les parents, ça peut être les grands-parents, ça peut être aussi un parrain, une marraine. Voilà, ça me paraît. Je crois que c'est redonner ou donner tout simplement, et soutenir peut-être les parents dans cette mission. Me semble quelque chose d'important. Parce qu'effectivement, si on ne veut pas segmenter, il faut qu'il y ait un principe d'unification. Et je pense que ce principe d'unification, au départ, est d'abord, si possible, la famille et les parents, de manière à permettre petit à petit à l'enfant de grandir et à faire sa propre unité de vie, qui se développera après dans plein d'autres domaines. Et puis, on peut souhaiter aussi, nous comme chrétiens, que l'Église soit aussi un lieu avec des communautés chrétiennes qui soient un lieu d'unification de tous ces domaines-là. C'est peut-être idéal, mais voilà. Merci. La conséquence d'un alignement, personnellement, quelqu'un me disait, c'est agréable de vous voir, vous jouez, vous mimez. De nouveau, j'aurais pas fait ça. Il y a 30 ans, j'étais quelqu'un de timide qui se tenait en retrait et j'étais mal à l'aise dans mon corps. Et simplement, le fait de faire ce que j'aime, de découvrir de la confiance dans ce que je fais, m'a donné petit à petit de l'aisance. On me donnait au départ un pupitre comme ça avec un micro fixe. J'ai demandé à pouvoir décrocher, à commencer à bouger. Mon corps a suivi mon élan de cœur. Et c'est ça que je veux simplement encourager. Encourager l'élan de cœur parce que c'est contagieux. Retrouver de la souplesse dans le cœur va induire de la souplesse dans le corps. Assez souvent, nos raideurs de corps sont le reflet de nos raideurs de cœur. On est tout racrapoté, dit-on en belge. Ce qui se traduit par recroquevillé, c'est quand même beaucoup moins illustré en français. Et voilà la proposition. Et de prendre soin de ça, de prendre soin de bouger, d'être à l'aise. Je n'ai par exemple jamais vu mes parents danser, ils étaient timides. Ma mère aimait bien de temps en temps un peu valser, m'a donné 2-3 cours de valse, mais mon père par exemple était un personnage patriarcal, on ne danse pas, ça paraissait se compromettre que danser. Moi j'adore danser, je peux danser des nuits entières, j'adore ça. Donc, et mes enfants adorent ça, on danse ensemble, enfin on aime de la musique et on danse, enfin ça fait partie de la vie, et dans toutes les traditions on danse, c'est seulement chez nous qu'on danse quand on danse, si on danse, mais on oublie. Alors je vous invite à danser tous les jours. Pas de portable. J'avais dit 3 minutes. Pas de portable. Voilà, je crois que, oui, un outil aujourd'hui qui ne vient pas nous aider dans la construction de la personne et qui ne vient pas nous aider dans nos relations, dans le fait d'être, eh bien c'est cet outil du portable qui me semble dangereux. Or, vous remarquerez que la plupart des parents donnent cet outil comme objet de sécurité. Pour moi, il est un objet de grande insécurité. Et tout à l'heure, je vous ai entendu nous parler de la confiance en soi.
Et il me semble que pour acquérir de la confiance en soi, il faut s'être paumé plusieurs fois dans Paris, dans le métro, et d'avoir trouvé tout seul son chemin, sans avoir appelé maman, t'es où, tu peux venir me chercher, etc. C'est important de laisser à nos enfants des lieux de croissance. Et vous voyez, je crois qu'on a besoin de cette relation d'amour, on a parlé, on a besoin que nos enfants sentent qu'ils sont bien chez eux. Pour être bien, il ne faut pas tout le temps être attiré par l'extérieur. Et j'ai beaucoup aimé tout ce que vous avez dit, et je me disais vraiment, il y a un petit objet qui empêche tout ça aujourd'hui. Voilà, c'est le portable. Nos enfants sont chez nous, ils ne sont plus chez nous. Parce que, vous l'avez bien dit, peut-être parce qu'il n'y a pas eu assez de relations, parce qu'il n'y a pas eu assez de paroles, parce que, bien sûr. Mais je suis très inquiète par ce portable, où on se dit tout, des choses qu'on ne pourrait même pas se dire face à face, et qui empêchent l'autonomie, la saine autonomie, c'est je suis cap. Et qui nous empêche cette intériorité. C'est-à-dire que pour prendre des décisions libres, il est nécessaire d'avoir un sas, un silence. Or, il n'y a plus de silence avec ce portable. Et j'entends ce que les autres disent, et qui n'ont pas pris la même décision, et qui me disent « moi je fais ça ». Ah bon, bah alors s'il fait ça, il faut que moi je fasse ça, etc. Et dans ces âges d'adolescents où il y a tant de décisions à prendre, d'orientation, dans beaucoup de choses, dans ces engagements, que ces engagements sont difficiles aujourd'hui, même pour s'engager pour une petite session l'été, on va attendre le dernier moment pour être sûr d'être bien à la the place to be. The place to be, c'est simplement là où tous les autres sont. Et ça, je le sais par texto. Au lieu de choisir vraiment ce dont j'ai besoin, ce qui est bon pour moi. Voilà, il faut du silence, de l'espace, du temps, pour pouvoir prendre une décision en liberté. Merci. Donc le conseil, on l'a entendu, il a été assez frontal au début, mais il interroge tous les parents. En fait, je vais un peu casser le système, puisque on va faire une question. Là, je suis l'animateur d'émission. On va faire une question athlétisme, c'est-à-dire le premier qui saute sur le micro peut répondre. On utilise dans le monde éducatif beaucoup la parole des adolescents comme matériau à partir duquel on construit une éducation, en particulier en matière d'éducation affective et sexuelle. Cette parole des adolescents est un matériau, ce sont ceux pour lesquels on travaille et on est là. Comment mobiliser les parents sur cet enjeu quand on sait à quel point le corps peut être un tabou, et on a une forme de désincarnation qui occulte cette éducation au sein de la famille. Top. Je vais commencer le premier. Je ne suis pas parent, mais ce que je pense, c'est que si on a quelque chose à transmettre, eh ben, qu'on le dise. Et c'est-à-dire que c'est très bien, je pense, de laisser la parole aux adolescents pour qu'ils expriment ce qu'ils ont dans leur cœur. Et en fait, ça les rend disponibles à ce qu'on a à leur dire. Mais ça n'empêche pas que si on a quelque chose à dire, et on a quelque chose à dire quand on est adulte, bien qu'on le dise. Je crois que c'est ça qui est important. Il ne faut pas opposer des pédagogies les unes entre les autres. Ça, ce serait mauvais. C'est-à-dire que ce n'est pas parole des adolescents contre parole des parents, mais c'est les deux dont on a besoin. Il n'y avait pas que le premier qui pouvait parler, le second aussi. Moi, je crois qu'on a eu très peur, on a très peur du mot autorité. Or, en fait, le mot autorité, quand on en recherche l'origine, on s'aperçoit que c'est faire rentrer. Et est-ce que c'est pas ça qu'on souhaite en tant que parents? C'est que nos enfants, ils ont besoin d'un accompagnement pour les faire grandir. Et ça passe aussi par une parole. Et je crois que nos enfants, on les met très vite dans des conditions de choix alors qu'ils ne sont pas encore en capacité de choix. C'est étonnant, regardez ce qui se passe dans les supermarchés. Tu veux des petits filous, tu veux des yaourts, en fait j'en sais foutre rien. Et l'enfant, il a d'abord besoin de sentir aussi qu'il a des parents qui sont des berges qui vont le conduire pour qu'il puisse advenir. Et de fait, les berges, elles sont ouvertes vers quelque chose. Et notre rôle de parent, comme vous me l'avez tellement bien dit, était d'accompagner pour que l'enfant advienne à ce qu'il est lui, pas nous, bien sûr. Mais encore faut-il qu'il ait un guide. Bien souvent, dans une ascension de haute montagne, il faudra un guide. Et je crois qu'on a besoin d'abord de paroles, et que nos enfants, bien souvent, ont dans un manque de paroles. Qui dit?
Bien. Écoutez, ça ne peut pas mieux tomber, puisqu'en fait la dernière question s'adressait à Ségolène Mogg. On avait des petits espions un peu partout, des petites souris qui nous ont un petit peu informés de ce que vous avez abordé dans les différents groupes. On va parler d'accompagnement. Vous avez fait le distinguo entre l'accompagnateur, le guide de montagne, celui qui est avec le groupe et qui va avec le groupe, à l'accompagnant. Et c'est vrai que la question qu'on se pose, c'est que sont les parents? Sont-ils des accompagnateurs, des accompagnants? Y a-t-il une forme d'abandon dans l'éducation? Je vais prendre quelque chose qui va faire bondir Madame de Franlieu, c'est on a ce phénomène des parents amis sur Facebook. Jusqu'où renonce-t-on à abandonner ou à accompagner son enfant au point d'être ami ou relation sur Facebook? Je pense que c'est souvent plus ami que connaissance. J'en sais rien. La place des parents, ou plus exactement la fonction des parents dans les deux registres que j'ai développés entre l'accompagnateur et l'accompagnant, je pense que les deux figures ne sont pas des figures alternatives et que dans un couple ou dans une famille élargie où on convoque aussi les grands-parents, les oncles et tantes, les alliés, ce qui est à veiller, c'est que l'ensemble des fonctions d'accompagnement soient honorées. Et je dirais presque qu'importe qui incarne à l'instant T telle fonction ou telle autre. L'enfant a besoin des deux, impérativement. Et donc, comment on est responsable qu'il puisse rencontrer les deux? En tant que parent, sa première responsabilité est là, et en fonction de l'âge de l'enfant, de son sexe aussi, il aura des relations différentes et une qualité de relation qui va évoluer entre son père et sa mère, qui ne seront pas requis pour le même type d'accompagnement en fonction de son âge. Voilà, c'est là que ça se joue, il faut simplement avoir conscience que ça ne met pas en œuvre les mêmes qualités. Pour ce qui est d'être ami de ses enfants sur Facebook, d'abord on n'est pas ami de ses enfants. On est parent de ses enfants, quel que soit après le plaisir amical et le partage convivial qu'on puisse entretenir avec eux. On demeure, quel que soit son âge, enfant de ses parents ou parent de ses enfants. Simplement, Facebook ne propose pas autre chose pour qualifier la relation que la relation amicale. Ce qui peut par ailleurs être intéressant, mais voilà. En revanche, on peut préciser sur Facebook ce qui nous lie à tel ou tel. Et là, on peut préciser qu'on est le conjoint, l'époux, le collègue ou le parent. La plupart ne le font pas. Alors, je vous rassure tout de suite, les enfants ne sont pas dupes, ils savent très bien que leurs parents leur demandent d'être amis sur Facebook pour pouvoir les pister. Et que la génération des enfants maîtrise un peu mieux Facebook que celle de ses parents. Moyennant quoi, ils ont fait des cercles qui sont étanches entre eux, les parents croient qu'ils voient, ils ne voient rien, et le monde est dupe. Voilà.